Quand on cherche à tout prix à plaire aux autres, on tait nos désirs, on cache notre vraie personnalité. Mais surtout, on finit par s'oublier. On s'abandonne en quelque sorte à tel point que parfois, nous ne savons plus qui nous sommes. À ce stade, on finit alors par comprendre qu'aider les autres, c'est bien. Mais s'aider soi-même, s'aimer et parfois se faire passer en premier, c'est aussi important que tout le reste. Alors ici, à partir d'aujourd'hui, vous vous autorisiez à être un peu égoïste et à devenir votre priorité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast interview où je suis super heureuse de recevoir aujourd'hui Auria, coach en relation et dépendance affective, où nous allons parler un petit peu plus de redécouverte de soi ou comment redevenir sa priorité après une relation toxique, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Bonjour Auria, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Ça va très bien. Merci pour cette invitation. Super, je suis encore une fois, ravie, comme je te disais tout à l'heure, que tu aies accepté, cette invitation. Ça fait un petit moment qu'on se connaît et vraiment je suis hyper heureuse que tu puisses intervenir sur le podcast. Donc merci encore une fois pour ta confiance. Merci à toi. Je suis vraiment très contente et j'ai hâte qu'on démarre. Ce que je vais faire dans un premier temps, comme tu le sais, c'est te laisser te présenter. Tu te présentes de la façon dont tu as envie de te présenter, simplement voilà, qu'on puisse te connaître un petit peu plus. Très bien. Je m'appelle Auréa, ça fait 4 ans maintenant que je suis coach, notamment dans la dépendance affective, même si je coach sur plein d'autres choses aussi. Donc c'est mon domaine d'expertise, pour la simple et bonne raison que j'ai été moi-même une grande dépendante affective pendant une bonne partie de ma vie et donc il y a eu un moment où je me suis dit: «En fait, on n'a pas les outils». En tout cas, je trouve que en thérapie, même si ça aide énormément, quand je suis sortie de ma thérapie, j'étais là: «OK, il y a plein de choses qui ont été guéries, mais finalement, qu'est-ce qui se passe maintenant?» Et donc ça a été une évidence, parce que j'ai toujours aimé aider les autres, les accompagner, de me dire: «Bah, en fait, maintenant, je vais aider les personnes qui ont été ou sont dans ma situation ou dans la situation dans laquelle j'ai été et je vais leur donner les outils et les clés pour justement sortir de ça, se reconnecter à elles-mêmes, faire le deuil parfois de voilà, de certaines relations et qu'elles puissent se sentir mieux, sur le long terme. Ouais, complètement. Merci pour, cette présentation et encore une fois, tu vois, ça me fait penser et conforte dans le fait que souvent, on est amené à faire, notre métier par, l'histoire par laquelle nous, on est passé finalement dans un sens. Donc je pense que tu me diras la même chose. Est-ce que tu peux peut-être aussi nous en dire un peu plus sur, ton parcours, pour, être devenu coach? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent aussi, tu vois, comment on fait pour devenir coach quand on est passé par là et cetera? Alors, aujourd'hui, il y a plein d'écoles qui nous permettent de devenir coach. Moi, à l'époque, je passais une certification. Alors, c'est une certification pour être coach professionnel, mais à l'époque, ça voulait un peu tout et rien dire. Je recommanderais absolument pas cette formation en question. Je ne donnerai pas le nom, mais mine de rien, c'est ce qui m'a permis de me lancer aussi et me donner un peu l'élan, de ne plus être dans mon syndrome de l'imposteur en me disant: «Je vais pas y arriver». Donc aujourd'hui, je conseille quand même d'avoir une formation et d'être dans une école, mais je tiens quand même à dire, parce que c'est ce que je véhicule, qu'il y a des coachs qui sortent d'école qui sont pas forcément des bons coachs et à la fois des personnes qui ont ça dans le sang et qui sont de très bons coachs. Donc mon parcours, ça a été celui-là, mais ça a été surtout, enfin ça s'est pas présenté comme une évidence. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui ont d'abord voulu être des entrepreneurs avant d'être des coachs. Alors que moi, c'est juste un jour ma sœur qui m'a dit, «Mais en fait, quand est-ce que tu vas te faire payer pour coacher les gens? Parce que c'est ce que tu fais déjà». Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours et puis après il a fallu un peu de temps pour que je me lance, mais ça a été la meilleure décision de ma vie. Mmh, super. Ça se sent de toute façon quand tu en parles et même dans ta manière de partager aussi, tu vois, sur les réseaux, en story ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est important effectivement, comme tu l'as dit, de rappeler que oui, il y a des écoles, oui, il y a des certifications ou des formations et effectivement, ça a plus soit un peu ce syndrome de l'imposteur, mais en même temps, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a des personnes qui ont ça dans le sang et qui n'ont peut-être pas besoin de passer par absolument un diplôme et juste avec l'expérience, parce que je pense qu'il faut quand même avoir cette posture aussi, peuvent, tout simplement aussi le faire. Et est-ce que je me demandais d'ailleurs,
Si par exemple, tu vois, il passe par un coach, donc par exemple par toi, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut se faire ou à ton avis, il vaut quand même mieux vraiment avoir un truc un peu plus cadré, si je peux dire ça comme ça? Je pense que ça dépend de chaque personne. Moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller vers un coach qui a une certification reconnue par l'État. Je pense que ça peut rassurer quelque part. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas tant la méthode qui va aider, c'est aussi la personne et le feeling qu'on va avoir avec, la manière dont on va se sentir avec le professionnel en question. Est-ce qu'on va se sentir assez en sécurité pour tout dire, tout raconter. Et moi, c'est ce que je mets en avant. Et donc, je pense que les personnes qui travaillent avec moi, enfin, moi, je suis très transparente sur le fait que, voilà, je sors pas d'une école de coaching, mais c'est toujours, en fait, avant toute chose, avant de décider, regarde comment tu te sens avec la personne. Parce que si tu as des réticences, le travail ne sera pas optimal. Donc, c'est important de se sentir avant tout en sécurité avec la personne et pas de se dire, elle a fait telle école, donc elle va pouvoir m'aider. Ouais, totalement. C'est un peu la même chose avec un thérapeute finalement, ou peu importe le praticien que tu choisiras pour une thérapie. C'est hyper important de se sentir à l'aise et effectivement en sécurité. Avoir aussi ce côté un peu co-régulation avec finalement la personne qui t'accompagne, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Pour en revenir un petit peu plus sur la thématique de notre épisode d'aujourd'hui, comment tu pourrais définir un petit peu le fait d'avoir une relation toxique? Tu vois vraiment ce côté relation toxique, qu'elle soit encore une fois vaste, comme on se disait, amoureux, familial, amical. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des différences, tu vois, en fonction justement aussi de la partie sentimentale, familiale, ou est-ce que vraiment elle se définit, peu importe le genre? Alors, moi, je suis hyper partisane de chaque situation est unique. Maintenant, comment moi, en tout cas, je reconnais une relation qui est toxique, je vais toujours partir de la personne et je pense que ça va bien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est que dans la mesure où tu ne te sens pas bien, tu es dans l'attente, tu es dans la frustration et la relation ne t'épanouit pas, pourquoi elle est dans ta vie, en fait? Tu vois? Il y a déjà avant même d'arriver à ce qui est toxique ou pas, je pense que c'est important de prendre en considération comment je me sens dans cette relation, et pourquoi je me sens pas bien tous les jours, en fait. Mmh. C'est surtout ça qui est important. J'aurais pas de définition, mais ce qui compte, c'est comment on se sent dans une relation et ensuite, j'allais dire plus profondément, quels sont les mécanismes qui se sont installés dans la relation et du coup qui la rendent toxique. Parce que je le rappelle, c'est pas parce qu'on est dans une relation toxique que ça veut dire qu'on est une personne toxique ou que l'autre l'est aussi. On n'est pas là pour parler de personnes qui ont vraiment des troubles de la personnalité, mais 2 personnes peuvent rendre en fait, par leur comportement, par leurs blessures aussi, une relation qui est toxique. Oui, parce que c'est vrai que finalement, on peut très bien aussi se dire, à un moment donné, quand on est dans une relation comme ça, que ça peut venir de nous aussi. Ou que le fait de rester dans ça, comme tu dis, pourquoi on a ça dans notre vie, bah, est-ce que nous, finalement, on nourrit pas aussi, tu vois, cette toxicité-là, dans un sens? Exactement. Moi, je prône vachement la responsabilisation. Aujourd'hui, et du coup, je parle de ma propre expérience parce que je suis passée par là. Ce que je voyais à l'époque, c'était que toutes les personnes que je rencontrais étaient hyper toxiques. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que j'étais aussi responsable des personnes que j'attirais dans ma vie et que finalement, par mes propres blessures, par mon propre comportement, bah, je venais nourrir cette relation qui était toxique parce que de toute façon, on n'était pas sur la même longueur d'onde et donc l'autre faisait aussi du mieux qu'il pouvait avec mes propres blessures, mais je mettais toute la responsabilité de la relation dans les mains de l'autre alors que je l'avais clairement aussi. Et je pense que c'est ça le plus difficile aussi, c'est le processus d'acceptation de se dire bah, en fait, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est de se dire, bah, en fait, je suis aussi peut-être responsable de ça, de qui j'attire, de par qui je suis attirée et tout ce qui se passe dans la relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que si j'ai aussi mon rôle à jouer dans cette relation, ça veut dire que je peux faire changer les choses. Et est-ce que du coup, c'est la même chose? Parce que tu vois, je peux le comprendre et le concevoir dans une relation amoureuse parce que moi aussi, finalement, pour être passée plus ou moins par là, on y reviendra peut-être dans nos expériences respectives. Je comprends plus cette notion, tu vois, de me dire: «OK, j'ai ma part de responsabilité, j'ai peut-être aussi attiré ça dans ma vie et cetera». Mais tu vois, sur le point de vue
Alors, amical, ça peut aussi s'entendre, mais sur le point de vue familial, tu vois, et on peut pas vraiment se dire je l'ai attiré ou j'ai ma part de responsabilité. Alors, je pense que là, c'est encore différent parce que bah, généralement, on arrive dans une famille où parfois les parents peuvent être très toxiques ou d'autres personnes de la famille. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'on le subit, en tout cas jusqu'à l'âge adulte, même un peu plus loin. Et c'est là, en fait, que pour moi vient aussi la responsabilisation. Et quand souvent les personnes viennent à moi parce qu'elles sont dépendantes affectives, il y a très souvent des liens avec des personnes de la famille. Et moi, je suis là aussi pour venir réguler ça. C'est que, en fait, effectivement, l'enfant qu'on a été ne sera pas capable d'avoir les ressources pour se défendre de ça. Mais en tant qu'adulte, même s'il y a tout un travail à faire sur l'enfant intérieur, on a les ressources en fait pour pouvoir parfois mettre un terme ou simplement mettre un cadre dans la relation qui va empêcher cette relation d'être toxique. Donc c'est notre rôle à nous en tant qu'adultes de dire en fait cette relation elle me pourrit la vie et là maintenant je dois aller déconstruire souvent en fait les croyances que j'ai sur la famille parce que c'est ça le plus difficile et de pouvoir dire en fait je ne veux plus de cette relation dans ma vie parce qu'elle n'est pas bénéfique pour moi. Donc, on l'a subi jusqu'à un certain point. Et c'est là, moi, j'insiste sur le fait qu'on a quand même notre rôle à jouer, même si on a la croyance que euh, parce que c'est nos parents, parce que c'est la famille, on doit rester là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est là aussi où on doit se choisir et faire de nous notre priorité. Ouais, totalement. Et comment on se rend compte justement que cette relation, elle est pas bonne pour nous? Quels sont un peu les red flags, si on peut dire ça comme ça, pour s'en rendre compte? Dans une relation familiale Ouais, spécifique. relation familiale, amoureuse, amicale, enfin vraiment sur ce genre de relation, ouais, toxique qui nous convient pas. Alors, encore une fois, je pense que les signaux vont être un peu différents, mais moi, je me dis, je sais que c'était toxique. En fait, on le sait déjà. On sait qu'on n'est pas bien. On sait que quand on voit cette personne, quand on sort de là, on est toujours épuisé ou à se poser plein de questions. On se remet en question, en fait, beaucoup. Je pense que ça, c'est la première chose, c'est que avant de voir que l'autre a aussi sa responsabilité dans la relation, Heu, on se remet d'abord nous-mêmes en question. On est déjà très dur avec nous-mêmes, peut-être qu'il a raison et si j'étais pas assez ça, assez bien, assez enfin, on est vraiment hyper dur avec nous-mêmes et je pense que c'est ça qu'il faut observer d'abord. C'est comment je me sens dans la relation, comment je me sens après avoir été avec cette personne. C'est déjà pas normal de pas se sentir bien quand on a fait un repas de famille. C'est quels mots j'ai reçus, dans quelle atmosphère j'ai été et qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui me convient pas, en fait, dans cette relation, tu vois? Et ça, je pense qu'on met du temps vraiment à le reconnaître et je le vois de par ma propre expérience, mais aussi avec les personnes avec qui je travaille, c'est qu'en fait, on met du temps à le voir et on le voit surtout quand tout d'un coup, on a que des relations saines, on se dit: «Ah mais en fait, ça aurait dû être comme ça. Tout ce que j'ai vécu avant, c'était devenu ma normalité, mais c'est pas ce qui me semble être normal pour l'adulte que je suis et ce que j'ai envie de construire». Oui, puis la plupart du temps, je sais que, tu vois, moi, par exemple, il y avait l'entourage qui le remarquait ou qui pouvait me le dire, mais tu es quand même dans le enfin, c'est même pas du déni, je pense qu'en fait, tu es tellement plongé dedans que tu t'en rends pas compte et tu pas le recul nécessaire pour effectivement te dire: «Ah oui, mais en fait, non, c'était pas sain» et comme tu l'as dit, normalement, j'étais pas censée vivre ce genre de choses. Et le problème aussi, par exemple pour la relation, familiale, c'est que quand tu es né dans une famille où c'est tout le temps ça, finalement tu vas pas forcément tout de suite t'en rendre compte ou tu vas t'en rendre compte quand justement tu vas avoir des amis, que tu vas aller, dans leur famille et que tu vas te rendre compte que c'est pas du tout ce schéma-là ou ce fonctionnement-là qu'ils ont entre eux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément tout de suite facile et que c'est toujours, après coup, finalement, qu'on se rend compte, qu'on qu'on réalise. Je pense qu'au-delà du déni, je parle des relations familiales, c'est que c'est ton environnement, donc c'est ta normalité, tu vois? Donc tu mets du temps à comprendre que peut-être la relation avec ton père, avec ta mère a un impact sur toi, sur ta vision de toi, sur la vision des autres, sur, l'impact dans tes relations donc ça, ça met plus de temps, je pense et pour la petite anecdote, moi, au début, il y a peut-être, voilà, c'était il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, j'ai vu, une thérapeute et je sais que quand elle me demandait de parler de ma famille et en fait, je refusais de parler de ma famille. J'étais vraiment dans un truc où je me disais: «Mais
Mais non, non, mais tout se passe bien dans ma famille. J'ai des parents heureux, très amoureux. J'ai 3 sœurs, c'est trop génial. Presque laissez-moi tranquille, en fait. Et pourquoi? Parce que j'avais peur d'aller trouver des choses Mmh. qui, voilà, ça allait me renvoyer à des choses très désagréables et je n'avais pas envie de ça. Mmh. Maintenant, dans les relations amoureuses, il y a d'autres choses qui se jouent. Mmh. Ça peut partir de la famille et de l'éducation, mais il y a aussi, en fait, la douleur de se dire: «Je ne veux pas être seule». Mmh. L'idée de recommencer avec quelqu'un d'autre, ça m'est insupportable et en fait, ce qui est insupportable, c'est je sais que je suis pas respectée dans cette relation, je sais que je ne suis pas bien dans cette relation, mais finalement être dans cette relation, c'est douloureux, mais moins douloureux que de ne pas du tout être dans cette relation, tu vois? Donc là, c'est vraiment le déni de ses propres émotions, en fait, tu vois? C'est trop ça fait trop mal pour que je puisse partir. Et c'est, ça résonne tellement fort. J'ai tellement ressenti ça dans ma dernière relation et tu vois, je m'en suis voulu, enfin, je pense qu'on passe par cette phase aussi où quand on réalise, on s'en veut un peu parce on s'est abandonné, du coup, vu qu'on s'est oublié aussi. Mais surtout dans le sens où, tu vois, moi, j'étais quand même déjà quelqu'un qui avait travaillé sur soi, qui avait pris conscience de certaines choses, etc. Et pour moi, c'est, comment dire ça? Genre, j'ai j'étais pas intouchable, mais presque, de me dire: «Ça peut pas m'arriver ce genre de choses». Je sais très bien, je connais justement comment prendre soin de soi, comment se mettre en priorité, ne pas tomber dans certains schémas et cetera et en fait, pas du tout. Finalement, dans un sens, enfin, ça peut toucher n'importe qui, encore une fois, dans n'importe quelle relation, parce que ça m'est aussi arrivé d'abord dans une de mes relations amicales, chose que j'aurais jamais pensé. Donc en plus, d'ailleurs, quand tu passes par là, tu te dis: «Bah, non, je peux pas reproduire la même chose», mais en fait, si. Et tout ça m'amène aussi à te demander, du coup, toi, est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours? Parce qu'on en parle brièvement depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rentrer, si tu le veux bien, d'ailleurs, bien sûr, un peu plus, dans les détails de ton parcours vis-à-vis de ça et nous énumérer peut-être aussi après, dans un second temps, les étapes par lesquelles tu penses enfin, il faudrait, je ne vais pas trop dire il faudrait, mais tu vois, passer pour arriver à se défaire un petit peu de ses relations et redevenir sa priorité, du coup. Alors déjà, il y a 2 messages hyper importants pour moi. S'il y a 2 leçons que j'ai retenues, ensuite je vais venir à mon parcours, c'est que, on est le dénominateur commun de toutes ces relations. Donc voilà et surtout après, c'est que, en fait, chaque relation est là pour nous montrer quelque chose. Et aujourd'hui, des années après, je sais que chaque relation, ça a été crescendo et c'était pas pour rien. C'était une manière de me dire: «Bon, il y a un moment, tu vas finir par voir en fait qu'il y a quelque chose qui cloche là». Donc moi, c'était beaucoup dans mes relations amoureuses. Enfin, en tout cas, c'est là que mes émotions étaient décuplées et cetera. Mais c'était aussi dans mes relations amicales finalement. Dans ma famille, ça allait encore. Heu, En gros, mon parcours, alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans la dépendance affective, je parle aussi énormément et dans les relations toxiques de l'estime de soi, et de la blessure d'abandon. Il s'avère que moi, ma blessure d'abandon, alors après avoir fait des recherches, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, enfin, en fait, c'est un syndrome d'abandon que j'ai vécu, qui sûrement m'a amenée à avoir ces comportements-là. Mais j'avais une très, très faible estime de moi. Donc en fait, mon seul réconfort, c'était qu'on me donne de l'attention. Mmh. Et en fait, vraiment, enfin, quand je parle de mon parcours, je dis depuis toujours, j'ai toujours eu besoin d'avoir un petit crush, un petit amoureux comme ça. C'est comme si ça venait combler le vide, en fait. Mmh. C'était obsessionnel tout le temps et ça a été le cas pendant des années. Mais vraiment, enfin, quand j'y pense, c'était vraiment très, très fort ce truc-là et c'était toujours le même schéma, voilà. Puis finalement, voilà, ça se passait toujours de la même manière. Puis finalement, il y a, le début de la thérapie et puis je commence à comprendre des choses, mais finalement, les relations étaient les mêmes. Sauf qu'à chaque fois, c'était de plus en plus fort. C'est que je rencontrais quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager. J'y allais tête baissée, bien entendu, voilà, il va changer pour moi, non, finalement, ça me convient quand même. Ça, c'est aussi, franchement, l'auto-persuasion, c'est assez incroyable et puis, ça se finissait toujours de la même manière puisqu'il y a un moment où,
je finissais moi par craquer. Alors, j'avais pas trop de problème à arrêter la relation, mais par contre, il fallait que j'arrive au bout du bout du Mm. bout. Et ça, c'est déjà pas normal en fait. Mm. Mais j'étais pas capable de voir que j'avais pas été respectée. Ce que je voyais juste, c'était, en fait, moi, j'en peux plus et là, maintenant, il faut que je m'en aille. Mm. Donc ça a été, on va dire, enfin, ce que j'observe, c'est vraiment 7 ans où ça a été ce schéma-là. Et puis après, bon, j'ai travaillé sur entre-temps, je suis devenue coach et puis j'ai rencontré quelqu'un, pas du tout le même profil, hein, quelqu'un de très gentil, très sain, mais il y avait quand même d'énormes blocages dans la relation. Moi, toutes mes insécurités étaient là, qui étaient remontées à la surface, mais j'ai pris la décision donc de me refaire suivre en thérapie en me disant, de toute façon, si là t'arrêtes, ça va se reproduire dans une autre relation, donc il va falloir le faire. Mais le problème, c'est que mine de rien, la personne par qui j'étais attirée, c'était quand même quelqu'un qui avait un attachement évitant. Et pour quelqu'un qui a été dans la dépendance affective, en fait, lui, il était toujours dans la fuite et moi, j'étais toujours très, très en demande. Il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas. Mais cette relation, elle m'a permis de voir. Alors, j'ai vécu après la rupture la plus difficile de toute ma vie. Mais donc, je n'ai pas réussi à partir, hein. C'est lui qui a eu ce courage-là. Je dis le courage parce qu'il y avait encore de l'amour, mais en fait, on n'arrivait pas à se rendre heureux. C'est que moi, je lui en demandais pas trop, mais trop pour ce que lui, il était capable de m'apporter. Donc, lui était toujours frustré et moi aussi. Donc, il y Mm. avait un moment où ça pouvait plus fonctionner. Il a eu ce courage-là. Ça a été pour moi vraiment l'enfer. Mais cette période de deuil-là, elle m'a aussi permis de me dire, mais en fait, au fond de toi, tu sais que ça n'allait pas. Et là, c'était le dernier signal de la vie pour te dire, en fait, plus jamais ça se passera comme ça. Parce que regarde, en fait, tu as poussé, poussé, poussé le truc, tu as tenu la relation à bout de bras, etc. Mais à aucun moment tu t'es choisi. On a toujours fait en fonction de l'autre. Parce qu'on fait souvent en fonction de celui qui est évitant, qui a besoin de prendre son temps, etc. Mm. Et là, je me suis dit, en fait, plus jamais. Donc, cette période de deuil, elle a été terrible, mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement transformateur en moi. Et je me suis dit, c'est la première fois que tu vas vraiment tirer de belles leçons de cette relation, parce que c'était pas une mauvaise personne. La relation, elle aurait pu devenir toxique, mais elle ne l'était pas. Et à partir de maintenant, ça se passera différemment. Et en fait, ça m'a permis de reposer mon cadre. Et à ce moment-là de ma vie, c'était il y a moins d'un an, je me suis dit, en fait, plus jamais. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout envie d'être dans une relation, en fait. C'était pas du tout le projet. Mais la vie en a décidé autrement. Elle m'a posé quelqu'un comme ça en me disant, bah, on On va va voir peut-être te retester un petit peu là. exactement. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, j'étais pas du tout prête et je suis tombée face à quelqu'un qui était moi. Moi, à une autre période de ma vie. Et en fait, c'est moi qui était, mais toujours dans la transparence de, franchement, je suis pas prête. Là, au moins, tu sais où tu mets les pieds. Mais pour l'instant, c'est pas OK pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais pas en demande. Mm. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais très ouverte à recevoir. Donc, on parle toujours des relations pansement, etc. Et franchement, j'en peux plus d'entendre ce terme. Parce que finalement, cette relation, elle n'a pas été une relation pansement. Elle a été la relation qui m'a montré que j'avais fait du chemin et qu'aujourd'hui, je pouvais rencontrer quelqu'un qui allait prendre soin de moi comme j'allais prendre soin de lui. C'est ça la différence. C'est qu'une relation pansement, c'est juste, je vais prendre ce que tu as à me donner, voilà, ça va me faire du bien et ensuite, je vais me barrer. Là, c'était pas ça. C'était, on va se faire du bien, en fait. Bon, et la vie a fait que finalement, il est toujours dans ma vie aujourd'hui, tu vois. Mais ce qui s'est passé, c'est que le vrai parcours, c'est que j'ai augmenté mes standards, en fait. Mm. En m'aimant très fort parce que j'ai pas eu le choix que de m'aimer pendant cette période de deuil, il a fallu que je trouve les ressources. Ça m'a aussi permis de mettre un nouveau cadre. Et donc, cette personne est arrivée dans ma vie. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre avec une autre personnalité, etc., un autre type d'attachement. Mais je sais que aujourd'hui, je ne veux pas moins que ça. Mais si j'ai réussi à recevoir ce qu'il me donnait, c'est parce que j'ai appris à m'aimer. Je sais que quelques années auparavant, j'aurais pas été capable de recevoir ce qu'il était en train de me donner. Mm. Donc mon parcours, c'est ça en fait. Ça a été beaucoup, beaucoup de douleur, mais finalement, c'est parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai appris à m'aimer, qu'aujourd'hui, je suis capable d'être dans une relation où je donne, mais on me donne tout autant. Oui, non, totalement. Je comprends ce que tu veux dire. C'est
de toute façon, toujours cette phase de douleur qui nous permet de réaliser et de prendre conscience justement aussi tout ce qui a pu se passer auparavant dans nos relations et nous permettre justement de se rendre compte que, il faut qu'on se remette en priorité, qu'on s'aime d'abord. Ça revient toujours au même de, tu sais, cette expression ou cet adage qui dit dans un avion, il faut toujours d'abord mettre son masque pour soi avant de pouvoir aider les autres. Bah, dans un sens, c'est toujours un peu pareil pour n'importe quelle relation, mais surtout effectivement sentimentale. Si on ne sait pas d'abord aimer soi-même, on ne peut pas, je pense, être à même et ouvert de pouvoir laisser la vie ou l'univers nous mettre ces personnes-là dans nos vies pour qu'on puisse enfin connaître ces relations saines, etc. Mais toi, du coup, comment t'as fait pour vraiment réussir à passer par cette phase de deuil et ensuite pouvoir t'aimer et justement bah, laisser rentrer cette personne-là dans ta vie dans un sens et reconnaître que c'était ça aussi surtout. Ouais, alors il y a eu une étape avant, quelques années avant, c'est que quand j'ai déménagé à 600 km de chez moi, et en fait j'étais toujours celle qui était ultra disponible. J'étais toujours là pour les autres, etc. Donc je me suis jamais choisie. Et Mm. en fait, quand j'ai déménagé, je pense que c'était une manière pour moi de mettre de la distance avec cette personne-là que j'étais pour enfin être avec moi. Je venais de perdre ma mère quelques mois auparavant, etc. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a été un déclencheur de me dire, mais en fait, arrête de t'épuiser, quoi. Et du coup, j'ai commencé à déjà poser mes limites avec mes amis parce que j'étais tout le temps avant tellement disponible que là, enfin, vraiment, on se rend pas compte, mais j'étais sursollicitée. Et j'ai dû commencer à dire, mais en fait, je ne peux pas, non, je suis pas dispo. Ou quand je revenais dans ma ville d'origine, de pouvoir dire, en fait, je peux pas voir tout le monde en un week-end. Et ça a été très dur pour les gens autour de moi. Mm. Mais pour moi, c'était à la fois dur parce que quand on commence à poser ses limites, il y a la culpabilité hein, qui vient d'abord. Mais c'était aussi, mais en fait, je peux pas. Je peux pas me dédoubler, je peux pas, et je ne veux plus surtout. Donc ça a été une première étape, on va dire, dans le fait de me reprioriser. C'est de me dire, en fait, quand on me propose quelque chose, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et il y a eu cette reconnexion à la solitude aussi, qui Mm. m'était très insupportable avant, tu vois. Et ça, j'ai dû me faire violence. Donc en fait, la première étape, c'était pas forcément il y a un an, c'était déjà bien avant où j'ai commencé à dire non à des sorties, parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas un soir où j'étais seule. Donc, j'ai dû réapprendre ça. Et je le dis à mes clients aussi, en fait, faites-vous violence. Et je sais que ça va pas être facile, mais en fait, ces étapes-là, elles sont aussi importantes. C'est comme, je veux pas quitter un tel parce que j'ai pas envie de vivre le deuil derrière. Oui, mais en fait, c'est soit tu choisis de rester dans cette relation qui ne va pas changer, soit tu choisis d'aller te confronter à tes émotions. Et là, c'était pareil. Donc, les premières soirées où j'étais toute seule, mais c'était un désastre absolu. Ça me faisait paniquer. Je voulais dormir le plus vite possible pour que ça s'arrête, quoi. Et finalement, j'ai appris à prendre du plaisir et finalement à les intégrer dans mon quotidien. Et maintenant, finalement, maintenant, je vis avec quelqu'un, mais avant, quand je vivais seule, c'était presque plus important pour moi de passer des moments seuls, sachant que mon métier, c'est quand même d'entendre et d'écouter des personnes toute la journée. Donc, j'avais besoin aussi de déconnecter. Donc, ça a été ça les premières étapes. C'est déjà en fait de connaître ces problématiques parce que moi, je ne peux pas donner des étapes si les personnes ne savent pas quelles sont leurs problématiques de base. Si on a un problème avec la solitude, il va falloir se confronter un peu à la solitude. Après, tout dépend. Il faut y aller petit à petit parce que le but, c'est pas que ça nous crée de l'anxiété et que ça vienne pallier à ça non plus, tu vois. Mais ça a été ça, commencer à mettre un cadre aussi dans mes amitiés, que quand les gens me faisaient culpabiliser, de me dire, mais en fait, je dois me choisir. C'est ça qui est hyper important. Et ensuite, on va dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, là, je n'ai pas le choix que de m'aimer. Et je pense que ça part d'une décision. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi en se disant, mais en fait, tu peux pas du jour au lendemain te dire, je vais apprendre à m'aimer. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'être dure avec moi, d'entendre les voix dans ma tête où j'étais en train de me dévaloriser tout le temps. Je me suis dit, mais j'ai pas envie, en fait. Là, je sais pas combien d'années il me reste à vivre, mais si je vis jusqu'à 90 ans, ça va être long, en fait, à ne pas s'aimer. Donc, c'est parti d'une décision. Et je me suis dit, ça va prendre du temps, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire que maintenant. Donc, d'abord, ça a été la thérapie, en me disant, enfin, là, j'avais que cette ressource-là à ce moment-là. Ça n'existait pas, il n'y avait pas autant de possibilités à ce moment-là. Et je sais que l'année dernière, dans cette période de deuil, je pense déjà, alors, je parle d'aucune religion, hein, mais j'avais foi en la vie, en fait. Je me disais, je sais que si je vis ça,
c'est pas pour qu'il y ait une situation pire que celle-là qui m'arrive après. Et ça, c'est un truc que je garde en moi tout le temps, c'est que si quelque chose de difficile m'arrive, c'est forcément pour du mieux derrière. Et si cette relation-là, elle s'était arrêtée, même si en étant très honnête, je savais que j'étais pas épanouie, c'est forcément qu'il y avait quelque chose qui m'attendait de mieux derrière. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps seule. J'ai passé beaucoup de temps à pleurer, mais à jamais me retenir de pleurer. Mmh. C'est qu'en fait, si je me retenais de pleurer, je me retenais de vivre cette émotion-là. Et ma peur, c'est qu'elle vienne se loger quelque part et qu'elle se transforme en maladie. Donc ça, c'était important pour moi. Euh, et du coup, je me suis donné de l'amour. J'ai essayé, je voyais des amis quand j'en avais besoin. Je restais seule quand j'en avais besoin. Euh, je pleurais quand j'en avais besoin. Et puis, voilà, j'ai vécu un peu comme ça, un jour après l'autre. Mais chaque jour, il fallait que je m'aime, en fait. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, personne n'allait le faire à ma place. Et de toute façon, très honnêtement, dans ces moments-là, aucun amour extérieur n'est suffisant pour venir nous soutenir. Ouais. En fait, c'est comme une forme de pacte et d'engagement envers toi-même, dans un sens. C'est ça. C'était exactement ça. Et du coup, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, j'avais une question justement suite aux étapes dont on parlait pour apprendre à s'aimer, etc. Parce que tu parlais de la ressource, de la thérapie que tu avais eue seulement à ce moment-là, mais est-ce que tu avais quand même découvert peut-être justement dans ce processus, dans ce cheminement-là, d'autres ressources, comme tu vois, on voit beaucoup en ce moment, style journaling, affirmation positive, choses comme ça, ou pas du tout? Alors, c'était pas trop mon truc, tu vois, les affirmations positives, le journaling à cette époque-là, en tout cas. C'est vrai que je débarquais un peu dans toutes ces choses-là, le développement personnel. Voilà, enfin, je te parle de ça il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années. Mais en fait, mes ressources à ce moment-là, il a fallu que je les trouve toutes seules. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a amenée à ce métier-là, parce que je me suis dit, la thérapie, c'est aidant sur plein d'aspects. Mais en tout cas, la personne qui me suivait n'avait pas d'autres ressources, si ce n'est le MDR qu'elle me faisait pratiquer et qui a été pour moi très transformatrice. Mais c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça a été une ressource que j'ai essayé des années après de pratiquer seule aussi. Voilà, le MDR, le FT, des choses comme ça. Mais sinon, le journaling, c'était pas trop mon truc. En tout cas, c'était pas suffisant Mmh. face à l'ampleur de mes émotions dans les moments de crise. Mmh. Donc, c'est pour ça que parfois j'en parle avec certains clients, mais je vois bien que la détresse, elle peut être tellement forte quand on ne sait plus où aller, qu'on ne sait pas vers qui se diriger, que franchement, écrire, ça fait du bien, mais il y a un moment, on a besoin d'autre chose. Et je pense que c'est aussi le rôle du coach en soi, c'est qu'on est là pour être dans le mouvement. On est là pour créer des actions, en tout cas donner des outils pour créer le mouvement, pour essayer de voilà, de pas être que dans l'introspection, parce qu'on n'est pas des thérapeutes, mais de donner des outils, des clés, une autre perspective aux choses, voilà, de créer vraiment le mouvement dans les situations. Ouais, complètement. Non, je suis d'accord avec toi et c'est ce qui justement me permet de différencier, je trouve, ce rôle de thérapeute, comme tu disais, et de coach. Je sais que ça va être encore une fois propre à chacun, mais moi personnellement, tu vois, au vu de mon expérience, j'ai toujours préféré cette notion de coach qui te permet aussi de finalement aussi pas trop être tout le temps dans le passé aussi, et de au contraire te dire, ok, bon bah maintenant on move on, quand on va de l'avant et justement qu'est-ce qu'on met en place pour y aller. Mais après, c'est encore une fois, ouais, propre à chacun parce que peut-être qu'il faut aussi passer par la thérapie pour d'abord, retourner un petit peu dans le passé et redéfinir certaines choses aussi. Donc chacun trouve ses ressources comme il l'entend aussi, mais je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir entendre des personnes qui sont passées par là aussi. Parce que des fois, il y a des choses par lesquelles, on ne pense pas forcément. Et d'ailleurs, ça m'amène donc cette autre question. Est-ce que, par exemple, toi, tu es passé aussi par ce processus de poser les bonnes questions pour redéfinir un petit peu, tes objectifs? Tu parlais de cadre tout à l'heure. Est-ce que ça t'a permis aussi de redéfinir un petit peu ce qui était, pour toi, redevenir sa priorité? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux, nous les partager un petit peu?
Sûr. En fait, il a fallu que je comprenne quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a effectivement tout ce qui s'est passé dans le passé, euh, tout ce qui est lié aux émotions. Et donc, dans ces moments-là, quand justement, quand je disais, quand on est dans des moments de crise ou de détresse et que les émotions prennent le dessus, il me fallait autre chose. Et cette autre chose, c'est justement d'avoir posé sur papier qui j'avais envie d'être. Parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé, en tout cas, même dans ma dernière relation. Je sais que quand j'étais dans la dépendance affective, forcément, j'étais extrêmement jalouse. C'était pas un trait de personnalité, hein, c'était juste la réaction à toutes mes insécurités. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, il y a les émotions, il y a ce que je ressens là et que je peux pas ignorer. Mais par contre, instantanément, c'est qui j'ai envie d'être dans ces moments-là. Et il a fallu que je fasse d'abord, en fait, un peu le portrait robot de la femme que j'avais envie de devenir. En fait, à quoi ressemble Auria quand elle a confiance en elle, quand elle se sent sereine. En fait, à quoi ça ressemble? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en me disant, j'ai envie de me prioriser, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de me sentir plus sereine, plus serein en fonction. Euh, mais finalement, à quoi ça ressemble? Donc en fait, il a fallu que je détaille tout. C'est-à-dire que dans les valeurs même que je voulais incarner, c'était quoi ma définition de cette valeur-là? À quoi ça ressemble dans mon quotidien? Et en fait, ça m'a permis de réguler un petit peu. Quand je me disais, bah, je prends l'exemple de la jalousie, mais ça pouvait être plein de choses. C'est en fait, est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui projette déjà complètement ses insécurités sur l'autre et qui va faire des crises? Ce n'est pas moi. C'est pas, en fait, c'est pas moi. C'est juste la réaction à mes insécurités. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est travailler sur mes insécurités. Mais j'ai dû, quand je parle de cadre, j'en parle beaucoup dans mon travail, en fait, c'est pour ça que j'utilise ce terme. Mais c'est à la fois mon cadre relationnel, mais c'est aussi mon cadre à moi, dans mes fondations, en fait. Qui j'ai envie d'être, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je l'incarne au quotidien. C'est ça qui a été important. Donc finalement, les bonnes questions, c'était ça. C'était redéfinir quels sont mes besoins dans la vie, dans mes relations, dans mon couple, dans mon travail, quelles sont mes valeurs dans ma vie, dans mes relations, dans mon couple, dans mon travail, tu vois, quelles sont mes envies, parce que c'est différent les envies et les besoins. Il y a des choses, c'est un peu des extras, mais en fait, de quoi j'ai foncièrement besoin pour être heureuse. C'est ça qu'il a fallu redéfinir. Et c'est comme ça qu'on redevient sa priorité. C'est pas juste en allant se faire masser, en prenant un bain. C'est sympa, mais c'est pas que ça en fait. Tu vois? Et je pense que c'est ça, et c'est là où je challenge énormément mes clients, c'est que les exercices, c'est souvent des questions comme ça. Et je me rends compte d'une chose maintenant, c'est à quel point on le fait pas. Personne ne fait ça. Et du coup, rien quand tu dis, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Les gens, ils sont là. En fait, je me suis jamais posé la question. Ben, on va peut-être commencer par ici, en fait. Oui, complètement. Ou alors ils ont fini par l'oublier. Tu vois, moi, par exemple, quand je suis sortie de ma relation, il y a quelques mois de ça, finalement, j'étais tellement à fond dedans. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de dire en prise parce que je trouve que le mot est trop fort par rapport à d'autres personnes qui vivent vraiment des grosses relations toxiques ou même, tu vois, les femmes battues, etc. Enfin, bon, bref. Mais j'en étais arrivée à un point où je me suis tellement oubliée que je savais même plus, comme tu dis, bah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait envie et vraiment, quels sont mes propres centres d'intérêt finalement. Parce que je rebondis 15 ans après à ce que tu disais tout à l'heure, mais il y a un moment donné où en fait j'ai fait tellement de... Tu vois, je me suis tellement dit, non, mais je me suis auto-persuadée de me dire, non, mais ça me convient. Non, mais ça, en fait, oui, j'aime bien, mais en fait, juste parce que lui, il aimait bien ou parce que, en fait, bah ouais, je me persuadais que moi aussi, ça me convenait parce que je prenais, entre guillemets, les miettes de ce qu'il me donnait. Bah, en fait, à la fin, ouais, tu finis par juste ne plus savoir qui tu es et ce dont tu as envie, ce qui en fait te permet ouais, de redevenir ta priorité. Et comme tu l'as dit aussi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me poser ces questions-là. Je savais au fond de moi qu'il fallait que je me les pose, mais je pense qu'il y a une phase où en fait on n'a pas envie de se confronter à ça et où justement l'ampleur de la détresse, encore une fois, et des émotions, des fois c'est juste pas possible, quoi. Mais pourtant, il faut mettre le pied dedans pour pouvoir le redéfinir parce que sinon, si on passe pas par ça, je pense que comme tu dis, on finit peut-être par faire des petites pratiques, des petites choses en place qui nous font du bien, qui nous reconnectent peut-être quand même un peu à nous et notre corps et qui finalement nous amènera peut-être à ça, à cette introspection. Mais sinon, si on le fait pas, je pense que ça, on tourne en rond et on finit par répéter ces schémas-là dans un sens.
Ouais, ouais, moi j'en suis convaincue. En tout cas, je sens que, tu vois, pour des personnes que j'accompagne depuis 6 mois, 1 an et plus, c'est vraiment ça qui leur permet, tu vois, de revenir à elles. Parce que ça arrivera encore, en fait, que les émotions prendront le dessus. Et puis ça a évolué. C'est que je l'ai fait avec une cliente, je te dis ça au début, et puis au bout de 6 mois, et on a réévalué ensemble, en fait. Parce que, en fait, tu n'as plus les mêmes besoins que quand la blessure, elle était là et que tu étais dans ces schémas-là. T'en construis d'autres, donc tu as d'autres besoins, tu vois. Et c'est extrêmement important pour guérir de passer par là. Parce que parfois, on pense, oui, il faut guérir avant d'arriver à un objectif, mais parfois, ça aide en fait de se dire, mais purée, en fait, j'ai été capable de faire ça, j'ai été capable d'être cette personne, donc, tu vois, finalement, je guéris par l'action aussi. Mm. Tu vois, et tout ça, c'est extrêmement important. C'est que tu n'es pas juste tes blessures et tout l'impact que ça a eu sur toi. Tu n'es pas tous tes mécanismes de défense. Tu n'es pas toute la réaction à tes insécurités. Mais effectivement, c'est difficile de se retrouver complètement, surtout après des relations où on s'est complètement adapté à l'autre. On sort de là et en fait, je le vois. Mes clients souvent me disent, mais en fait, je sais pas ce que j'aime, je sais pas qui je suis, j'ai oublié. J'ai complètement oublié, tu vois. Et le but, c'est vraiment de se reconnecter à ça, de réessayer des choses, parce que ça ne veut pas dire non plus que ce que tu aimais avant, tu vas l'aimer aujourd'hui. Oui. Mais encore une fois, c'est le mouvement. Mm. Et d'ailleurs, en parlant de mouvement, pareil, je rebondis 15 ans après, mais je sais qu'il n'y a pas forcément de recette magique, tu vois, tout ça, encore une fois, pour sortir d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, etc. Mais dans ton parcours, tu nous l'as dit que ça t'avait aidé de t'éloigner. Est-ce que tu penses que c'est une clé majeure quand même, ou en tout cas déclencheur, pour aider à se sortir de ces relations-là? Alors, je pense que c'est pas pour tout le monde, parce que il y a des personnes à qui ça va créer plus d'anxiété que de bénéfices, de sortir de l'environnement. Mais quand tu prends conscience, moi, tu vois, je peux pas dire que mon environnement était toxique. Mm. Par contre, euh, il est devenu à un certain point un peu anxiogène pour moi et il y avait, tu vois, un appel du cœur à tu peux pas rester ici. Ouais. Et je ne savais pas ce que j'allais chercher. C'était ça qui était dingue, c'est que je cherchais des trucs, je me disais, je sais pas pourquoi je dois aller là-bas. Mais je le dis encore parce qu'aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, j'ai déménagé, mais je suis revenue à la ville dans laquelle j'étais partie. C'est vraiment, et je l'appelais toujours ma ville, c'est la ville de ma résurrection. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que je me suis, je vais même pas dire retrouvée, c'est là que je me suis trouvée. Parce que j'ai beaucoup été seule, parce que j'avais pas le choix, en fait, tu vois, que d'être confrontée à moi. Et ça peut être une idée, et ça veut pas dire partir pour la vie. Mm. Mais parfois, tu vois, on le disait tout à l'heure, dans la famille, ça peut être un peu toxique. Et je le vois, hein, parfois, il suffit de rien. On se rend pas compte, mais euh, je parle des parents notamment, parce que c'est beaucoup des exemples que j'ai autour de moi, qui vont être dans la culpabilité, parce que tu deviens un adulte. Alors oui, tu prends plus autant de temps pour nous, etc. Et du coup, tu es là partagé entre ouais, mais en même temps, j'ai ma vie et en même temps, oui, quand même, c'est mes parents. Et tu vois, et qu'est-ce que je fais? Ça devient anxiogène. Mm. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, tu as besoin de te sortir de ton environnement de base. Ça ne veut pas dire qu'il est toxique, ça veut dire qu'à ce moment-là de ta vie, tu n'arrives pas à gérer et à être épanoui. Donc, pourquoi pas essayer de se dire bah, pendant, j'en sais rien, même ne serait-ce qu'un mois ou deux, je vais essayer d'aller ailleurs pour voir comment je me sens. Tu vois? Et je pense que c'est comme tout, hein, c'est comme dans une relation, tu sors de la relation, même si tu es triste, parfois tu es soulagé. Bah, c'est un peu pareil, Ouais, tu totalement. vois? Je te pose cette Et question parce qu'on voit souvent en ce moment, tu sais, passer le fait de qu'on ne peut pas guérir dans l'environnement dans lequel on a été Mm. blessé, dans lequel on a été pas respecté. Donc c'est pour ça, je trouve ça hyper important d'avoir ton avis là-dessus. Et encore une fois, ça me conforte parce que ça prouve que finalement, oui, ça peut ne pas l'être à l'instant T et pendant un certain moment, mais pourtant, ça permet aussi d'avoir cette prise de recul et en s'éloignant, de justement pouvoir se dire, bah non, mais en fait, j'ai ces prises de conscience-là et dans un sens, oui, je m'éloigne, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas revenir dans cet environnement-là, même si ça m'a blessée. Exactement. Et tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que, donc moi, donc il y a, enfin, je trouve que ça fait un beau lien, c'est qu'il y a
un an, un peu plus d'un an, donc j'étais encore dans le deuil de ma relation. Et puis, je me suis dit, OK, en fait, là, je me levais le matin, je faisais mon boulot que j'aime, hein, et heureusement, parce que je pense que c'est ce qui m'a tenue, mais j'avais l'impression que j'avais plus de projet. Et ça, c'est assez fou de se dire, en fait, je sors de ma relation, mais parce que c'était un vrai projet. J'ai déménagé à 800 kilomètres, enfin, il y avait vraiment, il y a eu quelque chose. Et en fait, il me fallait autre chose. Et là, l'autre chose, c'était partir à l'autre bout du monde. Et donc, j'ai pris un billet aller pour la Thaïlande en me disant, je me casse. Allez, je vais trouver un autre projet. Mais pourquoi je l'ai pris que 4 mois après ce billet, alors que j'aurais pu le prendre même 2 semaines après, hein, je gérais mon déménagement et je partais, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais parce que je ne voulais pas non plus que, enfin, je voulais pas être en fuite Mmh. de moi-même. Et je me suis dit, tu vas à la fois voir la thérapeute et tu sais que tu as ce projet-là derrière. Et c'était important en fait, parce que il faut pas partir comme ça juste pour se fuir soi. Il faut savoir exactement ce qu'on est en train de quitter. Mmh. Et peut-être que c'est une ancienne version de soi, et dans ce cas-là, c'est OK. Mais il faut faire attention en fait. Est-ce que là, je suis en train de fuir pour aller à un endroit en espérant que tous mes problèmes se règlent et restent là-bas? Ça fonctionne pas. Ça peut aider, mais ça fonctionne pas sur le long terme parce que si on doit revenir, on Mmh. va retrouver les mêmes choses. Donc moi, j'ai pris le temps de me guérir et je suis partie. Et ensuite, je suis revenue pour d'autres raisons. Mais en fait, je me suis dit, j'avais besoin de ce voyage-là, j'avais besoin de ce projet, mais il a fallu d'abord Mmh. que je guérisse pour pouvoir ensuite profiter vraiment de ce projet. C'est hyper impactant ce que tu dis. Vraiment, je te jure, ça m'en donne limite des frissons parce que c'est tellement important, effectivement, de, comme tu disais, de comprendre pourquoi on part et pas de le faire pour fuir. Parce que de toute manière, peu importe où est-ce qu'on ira, on emmènera nos problèmes avec nous. Et d'autant plus si on part et qu'on revient et qu'on n'a pas travaillé tout ça, on va se le reprendre full face et ça va pas être mieux, à mon avis. Ou alors, dans un sens, ça sera peut-être, encore une fois, cet élément déclencheur qui nous permettra de bouger encore plus radicalement et de voilà, travailler sur ça. Mais je trouve que la plupart du temps, on pense que c'est la solution. Et je l'ai pensé aussi, chose que je n'ai pas fait, mais que j'avais aussi pour objectif, que j'ai pour objectif. Mais j'ai vite compris que, comme tu viens de le remettre en avant, c'était important quand même de guérir avant et de travailler là-dessus et de pouvoir justement bah, se redevenir sa priorité, savoir qui on a envie d'être et poser ce cadre-là aussi. Donc merci pour ça, merci pour ces mots, pour encore une fois ton partage. Et pour conclure un petit peu tout ça, est-ce que tu aurais une prise de conscience, une leçon vraiment, on va dire, un peu fondamentale à nous livrer sur justement bah, cette thématique de priorité, quelque chose qui serait pour toi un peu ouais, indispensable à nous partager? Il y a un truc qui m'est venu, donc je pense que c'est ça que je dois partager. En fait, quand j'étais dans le processus d'apprendre à m'aimer, il y avait une peur qui se cachait derrière ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'apprendre à s'aimer pour cette raison-là. C'est qu'on a l'impression que si on apprend à s'aimer plus, on aimera moins les autres. On aura du mal à avoir du temps pour nous et pour les autres. Et en fait, c'est tellement l'inverse. C'est que notre jauge d'amour, elle est tellement remplie qu'on a encore plus d'amour à donner, on a encore plus de temps à donner. Et le fait que j'ai appris à mettre mes limites, à poser mon cadre, je me suis rendu compte que déjà, j'ai inspiré d'autres personnes autour de moi à le faire. Au début, ça les a confrontés et finalement, il y a eu mais en fait, c'est toi qui as raison. Et ça a tellement scellé d'autres liens parce que eux ont mis leur cadre et on a appris ensemble à s'aimer d'une autre manière. On n'avait plus besoin les uns des autres, mais on a choisi d'être ensemble. Et je pense que c'est ça la différence quand on apprend à vraiment s'aimer, c'est que on s'aime, mais on aime les autres presque encore plus fort et on apprend aussi aux gens à nous respecter à la hauteur de laquelle on se respecte nous-mêmes, quoi. Oui, tout à fait. C'est beau. C'est très beau et très vrai, effectivement. Est-ce que tu vois autre chose peut-être à rajouter sur le sujet ou quelque chose aussi dont tu as envie de... Bah, c'est un sujet dont je pourrais parler des heures. Je pense que la seule chose que j'ai envie de dire, c'est peu importe ce que vous traversez dans votre vie,
la vraie solution, c'est l'amour de soi. C'est ce qui va toujours nous amener à faire les bons choix. Et quand je dis les bons choix, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Ça veut simplement dire qu'on fera des choix qui seront alignés et donc il n'y aura jamais de regrets. C'est des choix qui vont être faits en notre âme et conscience et surtout des choix qui sont faits pour nous avant tout. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut simplement dire se choisir. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez vous faire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup encore une fois Aurélia pour tout ça, pour tout ce partage hyper enrichissant encore une fois. Est-ce que tu peux, je vais avoir deux petites questions encore à te poser. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais, moi je suis la première aussi à écouter ton podcast, donc il faudra pas hésiter à aller écouter aussi les épisodes si vous voulez en connaître un petit peu plus sur le sujet. Est-ce que par exemple, je sais pas, tu veux nous partager autre chose lié à ton activité ou autre? Non, mais on peut me retrouver sur Instagram directement, auria.coaching, et sur mon podcast à moi, La vie a un plan pour toi, où il y a vraiment beaucoup d'épisodes que vous pouvez aller écouter sur plein de sujets différents, mais qui sont liés aux relations, mais surtout à l'amour de soi. Voilà, c'est là principalement que vous me verrez. Parfait. De toute façon, je mettrai toutes tes infos dans la barre de description. Et la dernière question, c'est une question qui n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle depuis le début. J'aime bien poser cette question en fin d'épisode à chaque fois à vos invités. C'est, est-ce que tu aurais une personne à me recommander d'inviter sur le podcast aussi? Toujours, tu vois, dans l'univers, forcément, des persos, santé mentale, etc. Ouais. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est une très bonne amie à moi, mais c'est la première qui me vient. C'est mon amie Marina, qui est naturopathe, mais qui a aussi un grand parcours et dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le bien-être, puisqu'elle est aussi prof de yoga. Et donc, je pense qu'elle a beaucoup à apporter sur justement, elle a eu aussi beaucoup de problématiques physiques, et donc ça l'a amenée à prendre soin d'elle aussi. C'est pour ça qu'elle est devenue naturopathe. Et donc, je pense qu'elle a aussi beaucoup à apporter sur le bien-être, qui soit physique, qui soit mental, et tout ce qu'elle a trouvé en fait à la fois dans la naturopathie, mais aussi dans le yoga, et qui lui a permis de guérir de certains maux physiques. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup pour cette recommandation. Et dernière question. Est-ce que tu as en ce moment ou toujours eu un mantra, tu vois, qui te permet de, je sais pas, garder toujours... Je vois déjà que tu l'as en fait. J'ai pas besoin de finir ma phrase. En fait, j'étais en train de me dire que il y a une phrase que j'ai dite il y a maintenant 2, 3 ans, qui est que ma version du succès, c'est la sérénité dans tous les domaines de ma vie. Oh. Et en fait, je garde toujours ça pour trouver mon équilibre. C'est que si je me sens moins sereine, il faut que j'aille voir dans quel domaine de ma vie ça se traduit. Et qu'en fait, le vrai succès, il se trouve là-dedans. C'est quand je me lève le matin et que je me sens bien, et je vais me coucher et que je me sens bien aussi. Effectivement. Je suis d'accord là-dessus. Merci beaucoup, vraiment rien encore une fois. Merci pour tous ces échanges. Merci pour tout ton partage. Merci pour ta vulnérabilité, ton authenticité. Merci vraiment pour ta confiance aussi encore une fois sur le podcast et j'espère que ça amènera encore une fois plein de pistes d'exploration pour les personnes qui écouteront cet épisode et qui n'hésiteront pas, s'ils ont des questions, eh bien, à aller te voir, te suivre avec grand plaisir. Merci à toi. C'était super. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.